Donc, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose qui est une petite partie d'un état de la question beaucoup plus vaste qui va être mon projet de thèse. Donc, moi, je m'intéresse à la variation à l'intérieur du discours de spécialité, spécifiquement le discours biomédical. La présentation que je vais vous faire, je vais vous emmener dans le monde de l'endométriose, qui est une maladie gynécologique. Je vais vous la présenter brièvement et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un aspect que c'est un aspect de santé publique qui a des implications en linguistique, en fait, parce qu'il y a certains facteurs qui vont jouer. Par la suite, je vais vous expliquer, je vais passer à travers un état de la question sur la description de la douleur de l'endométriose qui a été faite dans des travaux en sciences humaines et un peu en médecine aussi. Je vais vous présenter mes questions de recherche et je vais vous présenter une partie de ma méthode ou certains problèmes que j'ai par rapport à ma méthodologie pour l'instant. Puis je vais finir sur quelques remarques conclusives. L'endométriose, c'est donc une maladie gynécologique qui se caractérise par la croissance d'un tissu qui ressemble à celui de l'endomètre, donc la surface qui tapisse le fond de l'utérus, à l'extérieur de l'utérus. Ça atteindrait jusqu'à une personne assignée femme à la naissance sur 10, donc environ 10 % de la population. C'est une maladie qui peut avoir plusieurs profils différents, c'est-à-dire que chez certaines patientes, c'est une certaine partie de la patientèle, il va y avoir un diagnostic qui va être posé lorsqu'on est dans un parcours de fertilité, aucun autre symptôme de présence à l'exception de l'infertilité, alors que chez d'autres patientes, ça va entraîner des règles de la ménorrhagie, donc des règles excessivement abondantes, des règles douloureuses, des douleurs pelviennes chroniques lors de la défécation, lors des pénétrations sexuelles, lors d'un paquet de choses. Ça peut entraîner des troubles digestifs, des difficultés urinaires, des douleurs au niveau respiratoire. Donc, c'est un patron clinique qui est très, très différent et qui va être vraiment individualisé pour chacune des patientes, chacun des patients qui pourrait être diagnostiqué avec. Et un élément qui est vraiment particulier avec cette maladie-là, c'est qu'il y a un délai clinique qui est excessivement long par rapport au diagnostic. On parle entre les premiers symptômes et un diagnostic qui se pose un délai moyen de 5 à 8,9 ans selon une méta-analyse. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, notamment des facteurs biomédicaux. Il n'existe pas de test clinique, de test sanguin qui permet le diagnostic. Je crois qu'il y en a un qui vient de naître en France, mais qui est excessivement peu courant et qui n'a pas encore nécessairement fait toutes les preuves. On ne sait pas s'il peut prouver tous les cas non plus. Il y a des facteurs sociaux et linguistiques qui sont en jeu, notamment le fait que les femmes, en particulier les femmes et la patiente. J'essaie de ne pas genrer parce que je sais qu'il y a des patients trans et non-binaires qui peuvent en être atteints. Ça reste une maladie gynécologique et la littérature tend à oublier justement les voix des personnes non-binaires et trans. Donc, si je m'échappe, je suis désolée, ce n'est pas par manque de représentativité de ma part. Mais les femmes tendent à métaphoriser beaucoup la douleur, beaucoup plus que la patientèle masculine, de manière générale. Ce qui nous amène donc à comment est-ce qu'on en traite justement de la douleur, comment est-ce qu'on peut en témoigner. La première étude sur laquelle on va s'attarder va être plus brièvement. C'est une étude de Whelan qui montre un peu qu'il y a des différences et des difficultés sur la manière dont on parle de la douleur qui vont venir jouer un rôle dans le portrait clinique et dans l'interaction avec les médecins. Un des principaux questionnaires diagnostiques qui va être utilisé est un questionnaire qui est fait par la American Fertility Society, qui va faire un contraste entre le vécu de la patientèle et des observations cliniques de l'autre part, qui va identifier les plaintes de la personne endométriosique, les noter sur une carte, noter les marquages douloureux, et va essayer de quantifier la douleur en utilisant des termes comme mild discomforting, distressing, horrible ou excruciating. Et il y a une partie du questionnaire qui est dédiée aux mêmes observations de la part du médecin. Mais il n'y aura pas... La patiente n'a pas d'espace, la patientèle n'a pas d'espace pour pouvoir décrire justement les sensations et les impacts de la douleur sur la vie quotidienne à l'intérieur de ce questionnaire-là.
C'est pour cette raison que Mankowski a développé un questionnaire spécifique pour l'endométriose qui va justement utiliser une échelle numérique de 1 à 10, mais ça ne sera pas le seul élément qui va être mis à l'intérieur. On va également on va pas essayer de qualifier la douleur en sens de gradation sur une douleur qui serait légère ou intenable, mais plutôt parler en termes fonctionnels pour être plus facilement pris au sérieux par le personnel médical, puisque c'est un problème qui revient souvent. L'élément important qui nous permet de nous indiquer, c'est un groupe d'études beaucoup plus récent, qui s'appelle le projet de Language of Endometriosis, qui est un ensemble de, je crois, si je ne me trompe pas, 9 articles, 7 articles, pardon, je ne sais pas compter visiblement, qui a été fait sous la direction de Stella Bullough à Manchester, au Royaume-Uni. C'est un élément c'est un ensemble de recherches en linguistique, en pragmatique, en analyse du discours, en collaboration parfois avec de la psychologie et de la sociologie, pour décrire le langage utilisé justement par la patientèle, parce qu'on a conscience qu'une partie de ce délai, du long délai diagnostique, s'explique justement par le fait que la patientèle n'est pas comprise par les médecins. Dans une étude menée en 2020, 85% des patientes interrogées dans les 135 questionnaires de Stella Bullough disaient avoir éprouvé de la difficulté à exprimer leur douleur avec les médecins et à se faire comprendre. 89% ne s'étaient pas sentis crus à cause de la manière dont elles parlaient et 84% d'entre elles auraient aimé avoir des outils pour être en mesure d'être plus facilement comprises par les spécialistes. Étant donné que les travaux de Stella Bullough n'utilisent que des femmes, je vais genrer ici. Donc, elle a également mené une enquête sur la notion de disempowerment et d'empowerment à l'intérieur, sur laquelle je vais moins m'attarder aujourd'hui. Et elle a montré l'importance de l'interdiscursivité, notamment à l'intérieur des métaphores conceptuelles qui sont utilisées pour décrire la douleur, qui est vraiment un élément central qui va beaucoup revenir à l'intérieur du corpus de 21 entrevues qu'elle a menées, qui inclut des femmes caucasiennes, britanniques, entre 27 et 53 ans, la majorité ayant environ 35 ans, qui ont connu une errance moyenne de 8 ans. Elle a mené des entrevues qui faisaient entre 40 et 60 minutes, si je me rappelle bien, à l'intérieur. Tous ces éléments-là ont été amenés pour pouvoir s'intéresser, entre autres, aux différentes métaphores qui vont être utilisées par la patientèle. Les métaphores sont utiles pour parler de la douleur. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus sur la prochaine séquence. Une métaphore conceptuelle permet de prendre un domaine qui est abstrait pour l'amener vers quelque chose de plus concret. Extérioriser une expérience qui est interne, comme de la douleur, est particulièrement difficile à comprendre et à passer à une autre personne. Donc, la métaphore joue un rôle pour pouvoir justement bien extérioriser cette douleur-là et s'assurer que les autres puissent la comprendre. Ce qu'on va remarquer qui va être très intéressant, surtout quand je vais la comparer avec une étude qu'on va retrouver plus tard, après, c'est qu'il y a certaines des métaphores qui sont plus fréquentes. Les métaphores sur la propriété physique des éléments. Par exemple, ce que je ressens, c'est j'ai l'impression que c'est des feux, j'ai l'impression d'avoir du feu dans le ventre, donc la douleur et de la chaleur, de la pression. C'est ce qui est le plus courant dans le corpus oral qu'a recueilli Stella Bullough. Et on va remarquer aussi que ça peut être aussi un agent animé, donc il peut y avoir des personnalisations de certains éléments, notamment comme mon utérus est en colère, qu'on va retrouver à l'intérieur du discours lorsque les patientes s'expriment en parlant justement de leur vécu de patiente. Donc, justement, ce que je disais tout à l'heure, la métaphore permet de jouer un rôle
particulier à l'intérieur de ça, c'est une incapacité à agir. Ça montre l'impuissance non seulement de la patientèle, d'une part, ça permet d'exprimer le seuil de perceptivité et ça permet aussi de jouer un rôle dans la manière de faire cohabiter une douleur qui, dans bien des cas, est chronique, avec la gestion et la dissimulation qu'on a à faire, parce que d'être toujours en douleur fait en sorte qu'on ne peut pas être toujours en train de le montrer. Donc, de pouvoir le mettre avec un agent externe ça permet de pouvoir mieux exprimer cette notion-là à l'intérieur. Une autre étude de cette étude-là a découlé une autre étude qui a été réalisée par Andreoli, j'oublie malheureusement le prénom, qui est basé sur un corpus de blogs en anglais, des blogs qui sont tenus non pas par des associations de patientes ou des groupes, mais des personnes elles-mêmes qui racontent leur vécu de personnes d'endométriose. À l'intérieur, elle a repéré un certain nombre d'occurrences du mot douleur, pain, donc 2867, et à partir de là, elle s'en est servie pour pouvoir regarder quelles étaient les métaphores qui étaient abordées autour de ces mots-là. L'élément qu'on va retrouver, moi, je trouve personnellement excessivement fascinant à l'intérieur de tout ça, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dedans, c'est que l'agent animé est l'élément qui se trouve à être le plus fréquent, en fait. Donc, les gens qui vont être à essayer d'exprimer leur douleur vont vraiment expliquer la douleur comme étant la douleur est un agent qui agit d'une certaine manière. Donc, la personnalisation est beaucoup plus fréquente dans ce genre de contexte-là. Une des raisons qui semblerait indiquer cette différence marquante entre les deux semble être le fait que ça serait dans le fond une différence qui serait diphasique, donc causée par la différence entre de l'oral et de l'écrit, ce qui serait concluant d'ailleurs avec certaines des études de Stella Bullo où justement il y avait de l'écriture à l'intérieur et où on observe aussi une légère prépondérance pour les métaphores animées. Donc, il y aura un cas de variation diastratique. Vient alors la question de qu'est-ce qui se passe en français. Parce que c'est bien beau parler de l'anglais, mais qu'est-ce qu'on en sait en français? Mon état de la question, pour l'instant, serait pas grand-chose. Un beau petit constat. Il y a certaines études, notamment celle de Marion Coville, qui est ethnologue, doctorante en ethnologie, je crois, en France, qui a réalisé plusieurs études en auto-ethnologie. Donc, elle s'est basée sur son propre vécu de patiente pour expliquer. À l'intérieur, elle montre un élément que je trouve important, c'est-à-dire qu'elle s'est servie elle-même de certaines des techniques qui ont été justement abordées ailleurs à l'intérieur, donc pour se sentir crue par les médecins. Elle a jugé pertinent pour elle de nommer les symptômes avec les mots des médecins, donc d'aller chercher vraiment le truc parce que justement les métaphores qu'elle utiliserait n'auraient pas été compris, donc il y aurait eu besoin d'avoir une adaptation qui s'est faite en fait. Ce qui amène donc à mes questions de recherche à moi. Pourquoi faire un travail là-dessus? Moi, je vais m'intéresser surtout à quel est l'usage de la langue de spécialité que la patientèle fait. Parce qu'on n'en a pas beaucoup de preuves en français. On en a quelques études de cas, notamment pour le cancer. Je pense aux travaux de Delavigne, notamment, qui s'y est intéressé, qui montrent surtout le rôle de la littératie biomédicale. Donc, comment est-ce que les patients vont justement arriver au langage du médecin pour expliquer, pour être en mesure de comprendre ce qui leur est arrivé. Par contre, on a très peu d'éléments sur la variation diatopique de manière générale dans les langues de spécialité, en particulier dans la langue biomédicale. Quelques travaux de Quérin en font brièvement mention. Un article ou deux, il est mentionné dans son grand dictionnaire, mais sinon, ça passe un petit peu dans le vide. Donc, moi, je vais m'intéresser à savoir s'il y a une variation dans les termes employés entre une patientèle québécoise et une patientèle européenne d'autre part. Et j'aimerais savoir également si, d'un côté terminologique, l'anglais va influencer ou va avoir une influence différente dans les deux cas. Ensuite de ça, je vais m'intéresser aussi à savoir si les métaphores qu'on va avoir vont être les mêmes qu'en anglais, d'une part, et de l'autre,
est-ce qu'elles ont la même forme et la même distribution aussi dans les deux variantes, ou s'il y a aussi un élément qui serait de la variation diatopique dans ce contexte-là. Ce qui nous amène donc à la belle méthodologie que j'ai choisie pour faire cette belle étude. J'ai choisi de m'appuyer en partie sur le questionnaire de Stella Bulot qu'elle a très généreusement accepté de me fournir. Donc, j'ai eu accès à son questionnaire de 12 pages, pour son guide d'entrevue massif. Son analyse était divisée en 9 sections, donc une section sur les informations personnelles, une information générale sur le diagnostic d'endométriose, une section sur le pré-diagnostic, le stade de diagnostic, l'après-diagnostic, la vie avec l'endométriose, le système de support social, l'évaluation du rapport avec les médecins et une section autre. Par contre, comme mes objectifs de recherche sont différents des objectifs de recherche de Stella Bulot, il y a des éléments à l'intérieur qui ne concordent pas, en fait. Moi, personnellement, il y a certaines des questions qui... La section notamment sur le support social autour, donc est-ce que vous n'avez pas assez de soutien de la part de votre famille? Ce sont des éléments qui, dans mon cas, vont être moins pertinents ou moins... C'est pas que ça ne serait pas intéressant de les intéresser, c'est juste que les objets que moi je veux, les éléments dont je veux être au courant ne seront pas présents à l'intérieur. Par contre, certaines des questions qui sont présentes dans cette section-là restent quand même pertinentes, notamment la notion de communauté de parole, où les autres patients vont jouer un rôle dans l'apprentissage, justement, du dialecte biomédical. Et une autre question va se poser par rapport à l'ordre des questions, notamment, et des éléments que je trouve particuliers à l'intérieur du questionnaire. Si on prend par exemple la section 2 et la section 4 du questionnaire que vous avez de reproduit ici à la gauche, vous pouvez remarquer que la première question de la section 2, c'était « When were you diagnosed with endometriosis and how? » Et la question 1 de la section 4, c'était « What was the diagnosis process and how long did it take? » Donc, deux questions qui sont excessivement similaires et qui, dans mon cas, vont être regroupées dans l'ordre du questionnaire, justement pour une question de plus grande fluidité. D'ailleurs, la question numéro 3 revenait également beaucoup plus loin dans le questionnaire, dans la section « Évaluation ». Ce qui nous amène donc à ma conclusion. Je trouve que c'est un sujet, c'est ma deuxième tentative au doctorat. Donc, c'est un sujet sur lequel je suis excessivement passionnée et qui a beaucoup à faire parce qu'il y a justement une influence importante en santé publique qu'on peut avoir. Attendre 8-10 ans pour un diagnostic, c'est long. Avoir les outils est en mesure, je pense que de pouvoir faire en sorte qu'on écouterait la patientèle et de comprendre comment la patientèle parle pour pouvoir concevoir des outils qui vont être adaptés à leurs besoins, c'est un essentiel en un certain sens. Donc, merci beaucoup.